представить вашему вниманию удивительного человека. Это человек, который нам сегодня будет выступать. Вы его прочитали, все его титры, все его достижения, но в первую очередь удивительный человек больших знаний. Я хотела бы вам представить Мириам Владимировна, профессор в университете Louvain-la-Neuve. И в первую очередь этот человек нам расскажет о своей большой страсти, о своей большой любви к бельгийскому писателю Анри Бошо. Если вы хотите задать в конце вопросы, у вас появится вопрос, не стесняйтесь, будет 5 минут на вопрос. Но если у вас в течение лекции тоже возникнут какие-то вопросы, можно тоже поднять руку, задать. Итак, предоставляю слово Мириам. Je vous présente Henri Bosho. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien quand je parle comme ça? Oui, parfait. Alors, je suis vraiment ravie d'être là. Je voudrais remercier ma collègue et amie Oksana de m'avoir invitée ici à Moscou. Je suis ravie de venir vous présenter Henri Bosho, dont j'ai entendu que vous aviez déjà eu un petit aperçu par une dictée qui a eu lieu et qui vous a mis, pour certains en tout cas, en contact avec son œuvre. C'est un des grands écrivains de mon pays, francophone de mon pays, donc la Belgique a plusieurs langues, entre autres le français. Donc je suis très heureuse de vous présenter cet écrivain, que je vous présente sous le titre « Dans le champ du malheur, planter une objection », parce que c'est un vers d'un de ses poèmes, et parce que c'est la tonalité globale de son œuvre. Dans le champ, on plante des choses pour qu'elles poussent. Alors, dans le champ du malheur, qui est le quotidien de beaucoup de monde à différents niveaux, il estime que le rôle de la poésie, c'est de planter une objection, c'est-à-dire de dire éventuellement ce qui ne va pas, dans l'espérance que quelque chose de positif puisse en ressortir. Alors ça, c'est un message d'espoir. Il dit qu'il est devenu écrivain par espérance, pour lui-même d'abord, mais nous en bénéficions évidemment après lui. Et donc c'est ce parcours de cette œuvre d'un homme tout à fait hors du commun que je voudrais vous présenter. Alors, vous voyez que c'est un monsieur assez âgé, le voilà même encore plus âgé, puisque c'est un homme qui a presque atteint 100 ans. Il est mort à quelques semaines à peine de son centenaire, quand on avait d'ailleurs déjà tout préparé pour une belle fête, qui du coup a été un hommage. Il est né le 22 janvier 1913 et il est décédé le 21 septembre 2012. Et donc vous voyez que c'est un monsieur très très âgé, et c'est la particularité aussi de ce parcours. Il n'a pas été que écrivain, il a toujours eu aussi d'autres métiers que celui d'écrivain. C'est pas n'importe lesquels, et je vais vous en parler, ça a une incidence sur son œuvre. C'est aussi quelqu'un qui a cette particularité de n'avoir pas été écrivain très vite, très jeune. En tout cas pas sur le mode officiel et publié. Il a commencé à publier quand il avait 45 ans. Donc ça vous donne à tous de l'espoir. Si vous avez rêvé d'être un jour écrivain mais que ce n'est pas encore le cas maintenant, ben, ça peut venir plus tard. Surtout quand vous entendrez la suite de son parcours, puisque en fait le premier livre qu'il a écrit et qui a vraiment eu du succès populaire, qui a fait qu'il est venu à l'avant-plan de la littérature nationale et internationale, c'est un livre qui s'appelle Édipe sur la route, qu'il a publié en 1990. Ça veut dire qu'il avait 77 ans. Et ensuite, la première fois où il a remporté un prix très important qui a fait qu'il est devenu non pas seulement connu par ceux qui s'intéressent à la littérature, mais populaire, parce que c'est un jury populaire, c'est le prix d'une émission de radio qui s'appelle France Inter, qui se donne pendant les vacances. C'est un jury populaire, ce sont les gens qui votent et pas les éditeurs ou les spécialistes, non, ce sont vraiment les gens qui votent. Donc ça voulait vraiment dire que les gens l'aimaient, que les gens portaient son œuvre. C'était en 2008. Et donc je vous rappelle qu'il était né en 13. Donc c'est vous dire qu'il avait 95 ans quand il est vraiment devenu célèbre. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez tous vivre jusqu'à 95 ans, mais en tout cas, ça vous donne l'espoir que si le succès n'arrive pas tout de suite dans votre vie, eh bien, il peut arriver bien plus tard.
Donc c'est un parcours un petit peu particulier, je ne vais pas vous expliquer toute sa vie, mais sa vie a une incidence très profonde sur son œuvre. Alors comme il se fait que souvent les images parlent tout aussi bien que les paroles, je vais vous faire défiler des images de sa vie avec un petit fond musical et ça suffira, je pense, pour que vous compreniez déjà pas mal de choses. Alors la technique ne permet pas que je le fasse immédiatement comme ça, donc je vais quitter le diaporama et y revenir. Voilà, je lance la petite studio. Alors, vous avez vu défiler des images, vous les avez vues s'étirer, s'étirer, s'étirer. Cette vieillesse qui s'étire, s'étire, s'étire. C'est un peu ce qu'il a vécu, et je pense que ce qui lui a permis de tenir, c'est l'écriture, c'est le fait qu'il soit écrivain, et que ça, vraiment, ça construisait sa vie, et ça lui donnait un sens, et la force de continuer, malgré, évidemment, tous les inconvénients qu'on peut avoir dans la vieillesse. Alors, comment a-t-il réussi à tenir? Eh bien, je pense que c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant par quelques thèmes dans son œuvre. Et le premier que je vais mettre en avant, c'est le fait d'être au service des autres. Une des choses fondamentales qui donne du sens à sa vie, pour lui, c'est non pas de vivre pour lui-même, mais de vivre pour être au service des autres. Alors il l'a fait dans son métier, les différents métiers qu'il a occupés. D'abord, quand il était en temps de guerre, il s'est occupé des volontaires du travail pour la Wallonie. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est, parce que ça a été un échec et très difficile pour lui. Ensuite, il est venu en Suisse, où il a dirigé une école pour jeunes filles, c'était l'Institut Montesano, à Gstaad. Il a vécu là de 1950 à 1975, donc 25 ans de sa vie. Puis cet institut a fait faillite et donc il est revenu vivre en France, non pas en Belgique,
où il s'est occupé de jeunes psychotiques dans un hôpital de jour parce qu'il avait fait une psychanalyse, je vais vous en parler tout de suite, donc il avait la possibilité de s'occuper aussi, pas seulement sur le plan de l'enseignement, mais aussi de l'accompagnement médical des enfants en difficulté, et donc il s'est occupé de jeunes psychotiques, en particulier des jeunes qui étaient des artistes. Et donc vous voyez ici par exemple Lionel, qui est un de ces artistes, ils sont dans une exposition. Lionel, c'est un garçon qui dessine des choses comme ça, des labyrinthes, des très beaux labyrinthes, d'autres choses aussi, mais entre autres ça. Et Henri Beauchot a cette faculté de voir chez les autres quels sont les atouts qu'ils ont, quelles sont les forces qu'ils ont en eux, même quand elles sont encore très cachés, il essaye de les voir et de pousser les jeunes à se développer, c'est vraiment ce qui lui tient à cœur. Et donc, c'est quelque chose qui est présent aussi dans sa poésie. Alors, je vous ai donné toute la liste, je ne vais pas revenir sur la liste parce que vous l'avez là, si ça vous intéresse, et vous voyez que c'est un homme qui a publié de la poésie, du théâtre, du roman, de l'essai et des écrits biographiques et des journaux. Mais je vais vous lire quelques extraits et je vous les ai donnés parce que je vais évidemment les lire moi avec une vitesse de lecture normale. Mais donc si vous voulez revenir sur ces textes après, vous les comprendrez mieux, ainsi vous les aurez. Et je vais commencer par un petit poème, un extrait d'un poème qui s'appelle L'Enfant bleu, qui est précisément destiné à expliquer ce que la poésie peut, pour lui, à l'égard des enfants en difficulté. Et l'enfant auquel il pense, c'est ce Lionel qui dessine les labyrinthes. Quand il était tout petit enfant, il avait été dans un hôpital pour être opéré du cœur. Il a reçu des rayons, on lui a demandé d'être dans des machines et d'arrêter de respirer. Ça l'a vraiment traumatisé. Depuis lors, il a vu des démons partout, des démons qui l'attaquaient, des rayons qui l'attaquaient. Et Henri Beauchot donc, explique dans cet extrait de poème que je vais vous lire pourquoi il est important que lui, le poète, et pas seulement lui, le médecin, lui, le poète, s'occupe de ces enfants qui, comme lui, sont privés de parole. Donc c'est le premier extrait. Ça s'appelle l'enfant. Les enfants de 4 ans qui sont à l'hôpital en chirurgie du cœur, le cœur se serre lorsque l'on pense à eux. Les enfants opérés du cœur, les handicapés du bonheur. Autrefois, ces enfants mouraient. Ils vivent aujourd'hui. Loué soit l'existence, loué soit le scalpel, loué soit le réveil affreux dans la douleur. On sait les opérer, les guérir. On ne sait pas comment ils vivent ou survivent ensuite. Dans quelle obscurité, en proie aux erreurs, aux terreurs. On dit c'est un trauma, c'est leur névrose, leur psychose, c'est la détresse inévitable de la vie. Mais lui, presque ressuscité, le revenant de la terre inconnue, comme Lazare, il ne dit rien. Tout est resté, faute de mots, dans le non-dit. Si son vécu n'est pas parlé, si par toi il n'est pas écrit, il restera ligoté, mutilé dans ce qu'on vit à l'extérieur, à l'antérieur de la pensée. Est-ce que le poème, parmi les mots, les tares venus, les mots qui cherchent, les mots d'amour, passion, dans le brouillard, dans les brouillons de l'écriture, les mots qui vont en tâtonnant, sondant de tout leur corps l'infirme circonstance, est-ce que le poème pourrait, dans le labyrinthe oublié, retrouver, inventer les mots de la langue perdue, les traces du bonheur égaré, composer, répéter, des petits mots obsessionnels, des mots hors des autres, hors du sens, hors de tout, et qui ramènent parmi nous, dans la patience et l'aléa, cet enfant, avec des dessins, des couleurs, et les encombrements, les longs chemins du dialogue, avec des mots durement, lentement plus nombreux,
qui forment une famille, une tribu de mots, qui deviendront peut-être une patrie sans peur. Je pense que vous comprenez ce qu'il met derrière sa poésie, qui est d'aider ceux qui n'ont pas la parole à en avoir une, qu'il prend à leur place, pour qu'au moins on puisse partager. C'est ce qu'il essaye de faire aussi quand il demande à ces jeunes psychotiques de dessiner. Voilà par exemple un dessin de ce Lionel. Vous voyez, il dessine des autos qui l'agressent, qui deviennent des monstres affreux. Ou alors ici, il dessine d'après ce que leur dit Henri Beauchot, qui est très intéressé par les mythes, et donc il leur explique par exemple l'histoire du Minotaure. Alors il dessine un Minotaure, mais Lionel dessine un Minotaure, c'est son monstre. Mais en même temps, ce n'est pas qu'Henri Beauchot qui apprend des choses à son patient. Parce qu'il se rend compte là qu'il fait une grave erreur. C'est le patient, c'est le jeune qui lui apprend quelque chose. Parce que vous connaissez l'histoire du Minotaure, c'est ce monstre affreux qu'on a enfermé dans un labyrinthe et qui est un monstre qui dévore chaque année des jeunes qu'on lui offre en sacrifice. Donc le monstre, dans la mythologie, c'est un être à abattre. Et Thésée, le héros, va aller l'abattre. Donc dans l'histoire telle que la mythologie la raconte et que Henri Beauchot raconte à son patient, Lionel, le monstre, c'est le mauvais. Et Lionel, quand il dessine le monstre, lui qui est handicapé mental, qui ne sait pas trouver ses mots, qui ne sait pas bien agir, qui saute, qui détruit les choses, qui ne maîtrise pas sa violence, qui ne sait pas comment il doit se conduire en société, il se sent monstre. Et donc il n'arrive pas à tuer le monstre. Et donc il fait comprendre à Henri Beauchot qu'en fait, il faut être prudent quand on donne les images du mythe. Il faut réfléchir à ce qu'elles veulent dire. Et ce que ce jeune garçon sent, c'est qu'il ne faut pas tuer le monstre. De même que, d'ailleurs, on n'arrive pas à guérir une psychose. C'est inguérissable. Mais on peut arriver à vivre avec elle et à partager quand même quelque chose. Et c'est ça que ce jeune garçon, qui n'arrive pas à tuer le monstre, lui explique. Alors il dessine aussi des choses qui ne sont pas que des choses monstrueuses, il dessine aussi par exemple des îles. Des îles, il appelle ça des îles paradis. Alors il croit que quand il est sur l'île, les rayons, les démons ne peuvent pas arriver et donc il est bien. Donc il dessine des îles. Mais le fait de dessiner cette île, eh ben voilà, vous l'avez toutes vues maintenant, tous et toutes ici. Donc il a pu partager quelque chose qui est son univers intérieur, pas seulement ses peurs, ses angoisses, mais aussi ses bonheurs. Et voilà ce que Henri Beauchot fait du dessin. Et dans un de ses romans, qui s'appellera aussi L'Enfant bleu, il va expliquer, sous la forme du roman, donc l'accompagnateur, le thérapeute, le médecin, ne sera pas lui-même, mais une femme qui s'appelle Véronique. Il va raconter cette histoire de comment il accompagne ce jeune vers un mieux-être, à partir de choses qui se sont vraiment passées. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'à un certain moment, comme ce jeune était tellement angoissé, entre autres, et vous allez toutes le comprendre, parce qu'il faisait tellement de fautes d'orthographe, qu'il n'arrêtait pas d'avoir des copies où il y avait plus de rouge que de texte à lui, et ça l'angoissait terriblement, surtout que sa maman était très très sévère. Eh bien, à un certain moment, il lui a fait faire à lui des dictées, que voici, voilà, une vraie dictée d'angoisse de ce garçon, où il dit « c'est fini maintenant, c'est toi qui dictes, et c'est moi qui écris, et tu verras des fautes, tout le monde en fait. » Et voilà, je vous lis le petit passage de ce roman, où ça se fait. Et vous allez entendre la langue. J'espère que vous serez sensible au fait que cette langue de ce jeune garçon qui n'a pas les mots, qui n'a pas la syntaxe, est complètement désarticulée. Donc il ne faut pas, dans vos travaux à vous, copier évidemment le langage du jeune psychotique, parce que ce ne serait pas vraiment du français correct. Mais voilà ce que fait Henri Beauchot. Le jeu, donc, c'est la thérapeute. Dans le livre, c'est une femme. Je me dis, dans les moments de lassitude, il est moins souvent violent, les cours qu'il fallait arrêter après un quart d'heure peuvent durer 25 minutes, le vocabulaire réellement compris s'élargit chaque jour, et il ose parfois poser des questions quand il ne comprend pas. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Mais les progrès souvent ralentissent ou se cachent.
Et il y a l'échec quotidien des dictées sur laquelle insiste sa mère. Parfois, je pense, c'est par l'orthographe qu'on le tient. Un jour, Orion, c'est le nom de ce garçon, quand Orion me dit « Est-ce qu'on fait la dictée ?» Je laisse déborder ma colère. Pas de dictée aujourd'hui. Je ne veux plus supporter tes cris que de faute, mais tout le monde en fait. Ça n'empêche pas de vivre et d'être heureux. Tu peux vivre avec une mauvaise orthographe. Ce qui est important pour toi, c'est de dessiner, d'apprendre des nouveaux mots, de vivre en liberté. C'est la première fois que je me mets en opposition avec les désirs de sa mère. Il devient très pâle et il se lève. Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va sauter? Non, il n'en a pas la force, il se laisse glisser sur le sol. Je ne veux pas me laisser manipuler. Je le fais s'étendre, j'ouvre la fenêtre, je dis « Respire ». Il reprend des couleurs, il veut se lever. Non, reste encore à gauche. Respire. N'arrête plus de respirer. C'est ça l'ordre. L'ordre de qui? Mais l'ordre de personne, le tien. L'ordre de la respiration qui se fait sans qu'on y pense. Tu peux te lever maintenant. On va faire une dictée d'une autre sorte. C'est toi qui dicteras et moi j'écris. Il se lève. Il respire bien. Il s'assied avec calme sur sa chaise pendant que je prends une feuille et un stylo. Il réfléchit quelques instants. Et puis, il dit, à ma grande surprise, dictée d'angoisse numéro 1. J'admire. Quel titre! Jamais je n'aurais pu formuler cela de façon aussi juste. Déjà, il reprend. En partant ce matin, on a tout de suite été bazardés. L'autobus n'était pas à l'heure. Quand il arrivait, il s'arrêtait tout près de moi en aboyant comme si elle allait mordre. On a pensé que papa aurait dit qu'il ne peut pas aboyer car c'est un autobus et pas un chien. Tout de même, il aboyait. Et même il voulait me mordre. Mais il ne l'a pas fait. Alors, on a pensé qu'on allait mettre le feu au centre pour ne plus devoir attendre l'autobus et prendre le métro. Et puis, on a vu qu'on ne pourrait pas l'incendier à cause de toi, de notre petit bureau. Et on a eu un peu de tonne. Parfois, on aimerait aussi être ton chien, on ferait seulement des promenades, on pourrait faire pipi partout et sentir les filles qui passent. On n'aime pas avoir un collier. Ou à l'arracher, on doit retrouver ses mains. Et toi, tu aides pour ça. Pour ne pas incendier, il vaut mieux qu'on parte en dessin sur l'île. Toi, tu peux rester ici puisque tu ne sens pas l'odeur du démon. Même si on voit que tu sens un peu plus. On ne peut plus partir à l'île Paradis, on ne doit pas dire, car il y a là du malarifié. On part avec Bernadette, c'est une fille gentille de l'ancien centre où on était avant. On ne la rencontre plus, mais on aime la voir dans la tête. On aime mieux Paul, souvent, elle est copine. Et parfois, elle est avec ceux qui écrivent sur des feuilles de papier « On t'aura, connard ». Avec Bernadette, on passe le mort à 2 chevaux blancs, on aime ça, passer le mort. Et quand on est à cheval, on met la ceinture de sécurité et hop, on part au galop comme dans les films. On va jusqu'au port et là, on loue un bateau, pas trop grand. Moi, on tient le gouvernail. Et Bernadette, elle tient l'écoute. Et on pense que ça s'appelle comme ça, l'écoute. L'écoute, ça rappelle toi dans le petit bureau, ne pas avoir peur et ne pas s'énerver. Quand on ne sait plus où on en est au milieu de l'océan, Bernadette prend le livre au commandant de navire et elle lit des passages. Avec bon vent et pas de naufrage, car le démon a peur de traverser la mer et on arrive à l'île Paradis numéro 2. C'est une île qui est dans le réel de la tête, mais pas encore dans le dessin. Une île déserte avec plein de fruits, des grottes, des palmiers, une rivière où on peut pêcher des truites naturelles. Fin de dictée d'angoisse, sinon on va pas passer là. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Eh bien, Henri Beauchot explique que ce psychotique, petit à petit, va vivre, apprendre à vivre avec son problème. Et comment est-ce qu'il nous l'explique? Eh bien, il nous l'explique
non pas en transposant la réalité, mais en transformant la réalité pour en faire un roman. C'est-à-dire que, par exemple, le jeune garçon, il ne s'appelle pas Orion, en réel, il s'appelle Lionel. Orion, c'est pas n'importe quoi. D'abord, ça fait écho à la manière dont Henri Beauchot fait comprendre que ce jeune garçon n'a pas d'identité, ne sait pas qui il est, et petit à petit, il va le comprendre. Parce que, vous voyez dans le texte, il ne dit jamais « je », il dit « c'est le mieux ». Il n'arrive pas à dire « je ». C'est à la fin du récit qu'il dit « je ». Mais dans les vraies dictées d'angoisse, les vraies, celles qui sont là, qui sont des documents médicaux, ce jeune homme dit « je », évidemment. Donc c'est le roman qui transforme les choses pour que nous, en lisant le roman, on comprenne par quelque chose qui fait signe dans le langage, dans la littérature, que ce jeune garçon est passé d'une non-identité, d'une dépossession de lui-même, à une possibilité de retrouver son identité et d'être bien dans sa vie. Alors, Orion, ça fait écho à On, et Orion, c'est pas n'importe quoi. C'est une fable mythologique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en tout cas vous connaissez certainement le fait qu'il y ait une constellation, donc une série d'étoiles qui s'appelle Orion. C'est lié. Orion, c'est un mythe, c'est pas n'importe quel mythe dans la mythologie grecque, c'est un mythe, on a dit que c'était une fable du renversement, parce que c'est un jeune homme qui au départ n'a vraiment rien pour réussir sa vie, sauf qu'il est très beau. Mais pour le reste, il est violent, il n'arrive pas à maîtriser sa violence, donc un petit peu comme le psychotique dans le fond. Et surtout, il est très violent avec les dames parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il doit leur demander si elles sont d'accord, donc il est violent souvent. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et un jour, il y a le père d'une des filles qui s'est fait agresser par Orion, qui rend Orion aveugle. Et Orion apprend que pour retrouver la vue, il faut qu'il aille vers le soleil levant. Mais quand vous êtes aveugle, comment pouvez-vous savoir où est le soleil levant? Et donc il a ce réflexe qui est très important et qui est vraiment dans la philosophie d'Henri Beauchot. C'est pour ça qu'Henri Beauchot s'intéresse à ce mythe. Il va chercher un petit garçon qui lui a ses yeux et il le met sur ses épaules et le petit garçon le conduit vers le soleil levant et grâce à ce petit garçon, il retrouve donc la vue. Après, ça va encore se passer mal parce qu'il va continuer à poursuivre les jeunes filles que vous connaissez pour avoir entendu parler d'elles, certainement les Pléiades. Et Artémis, qui aimait beaucoup Orion parce que c'était un beau garçon, très jalouse, et elle le tue. Et puis après, elle regrette de l'avoir tué et elle le transforme en étoile. Donc dans cette histoire, tout ce qui commence mal finit bien. Mais finit bien parce qu'il y a quelqu'un qui prend compassion et qui décide que ça ne se finira pas mal, qu'on va faire quelque chose pour que ça puisse finir bien. Y compris ce tout petit garçon qui n'est rien, mais qui, parce qu'il a la vue, peut être porté sur les épaules et aller vers la lumière et guérir le colosse, mais qui est aveugle. Cette particularité de penser que même quand tout semble perdu, il y a quelque chose qui reste possible parce qu'il y a la présence de quelqu'un d'autre qui peut tout changer, même si cet autre, c'est quelqu'un d'insignifiant, de petit, mais grâce à lui, tout peut changer. Donc cette espérance dans ce que la présence d'un autre à côté de soi peut changer dans notre vie, ça c'est fondamental dans la vie d'Henri Beauchot. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà ce même Orion qui a dessiné, enfin Orion, non, le vrai Lionel, qui a dessiné Henri Beauchot de mémoire dans sa tête, c'est de dire qu'il pensait beaucoup à cet homme dans sa vie, parce que quand même il est capable de faire un portrait comme ça, et vous avez vu les photos, donc vous voyez que ça ressemble. Voilà, et puis Henri Beauchot a décidé parfois, ça c'est un monstre de Lionel, il a décidé parfois de faire des illustrations de ses propres œuvres à partir de dessins de Lionel. Et en particulier, celui-ci est intéressant parce que c'est dans un livre où Henri Beauchot va pour la première fois reparler de ce qui a été sa grande blessure à lui, à savoir la guerre, qu'il va mettre ce dessin dans le premier texte qu'il va écrire 40 ans après les faits, la première fois qu'il osera reparler de la guerre et donc de la période d'Hitler.
Maintenant, je vais vous parler de la guerre, parce que la guerre, c'est vraiment la blessure profonde d'Henri Beauchot à différents niveaux. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une histoire compliquée. D'abord, ça commence très tôt. Là, ce que vous voyez, c'est les ruines de Louvain, la ville de Louvain pendant la guerre 14-18. Je vous ai dit qu'il est né en 1913. Ça veut dire qu'il a 18 mois au moment où la guerre commence en Belgique, la Première Guerre mondiale, où les Allemands envahissent la ville de Louvain, qui est une ville universitaire, avec une grande bibliothèque qui date de 1425. Et donc les Allemands incendient la ville. Il est tout petit, il se fait qu'il est chez ses grands-parents, ça arrive, hein, il n'est pas chez sa mère, il est chez ses grands-parents, isolé donc de sa mère qui est restée avec son frère dans une autre ville. Et donc pendant des mois, il va être séparé de sa mère. Il va être sauvé par son grand-père, mais sa grand-mère elle-même va avoir tellement peur parce que cette ville va vraiment brûler, il ne restera presque rien. Hein, donc ils vont être dans la fumée, s'enfuir, devoir traverser des murets dans les cours, enfin, suffoquer, enfin, ça va être quelque chose d'assez terrible, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient. La grand-mère aura tellement peur qu'elle va perdre la raison et elle ne va jamais la retrouver, elle va rester folle. Donc il y a vraiment un récit de perte fondamentale, c'est pas seulement perdre sa maison, perdre ses biens, c'est aussi pour ce petit enfant, perdre sa mère, perdre la sécurité, et puis ce sera perdre quelque chose qui a été le bonheur familial. Donc il dit, Henri Beauchot dit, que c'est vraiment quelque chose qui a été pour lui fondamental, parce que c'est à 18 mois dans le fond, donc tout petit, que sans comprendre, mais en ressentant ce qui se passe, il s'est rendu compte que les paradis étaient toujours destinés à être perdus. Il dit aussi, ça c'est lui qui le dit, on n'est pas obligé de le croire, mais c'est ce qu'il dit, il dit que c'est là qu'est né son amour de la langue française, parce que dans toute son enfance, on lui a expliqué, et la Belgique était un territoire occupé, on a expliqué qu'on pouvait perdre la langue française et qu'on allait devoir parler l'allemand, donc la langue de l'ennemi. Et que donc, de là est venu pour lui cet amour de la langue, qui était aussi la langue maternelle. Vous savez, on dit la langue maternelle, la langue de la maman. Or, il avait perdu sa maman pendant la guerre, puisqu'elle était dans une autre ville et qu'elle n'a pas pu le rejoindre. Et il dit que c'est de là qu'est née son envie d'écrire, de défendre la belle langue française qui était menacée. Alors, c'est ce qu'il va faire, mais d'une certaine manière. Quand il sera plus jeune, ici vous avez un portrait de lui qui a été fait quand il avait 20 ans. Quand il sera plus jeune, et bien, comme tout le monde, hein, il va essayer de faire des études, il va faire des études de droit, ça va être très compliqué. Parce qu'à cette époque-là, quand lui se trouve étudiant, eh bien, les étudiants ne peuvent pas, comme aujourd'hui, suivre leurs études normalement dans une période de votre vie qui est quand même assez agréable, hein, il faut le dire. Quand même, hein, on a du travail, mais c'est quand même agréable. Lui, pendant qu'il est étudiant, on sent la montée du nazisme, et donc en Belgique, on est mobilisé, donc appelé dans l'armée, puis redémobilisé, puis un mois plus tard, remobilisé, puis 15 jours plus tard, redémobilisé, et comme ça, tout le temps. Et donc, il ne sait jamais si la guerre va commencer, elle ne va pas commencer, il peut faire ses études, il ne peut pas faire ses études, c'est très compliqué. C'est vraiment une période d'angoisse. Et lui, pendant cette période, il va se raccrocher à quelque chose qui est une idéologie catholique. Il va devenir, donc le catholicisme c'est la religion dominante en Belgique, hein. Lui, il va devenir un espoir politique, comme beaucoup de jeunes à son époque, c'est vraiment un phénomène de génération, ils vont vouloir reconstruire le monde, reconstruire la vie sur des valeurs de paix, d'entraide, tout ça fort idéaliste évidemment, et qui va être tout à fait battu en brèche par la montée du nazisme. Mais à cette époque-là, il devient très actif et il commence à écrire, mais pas comme ce que vous pensez puisqu'il est devenu écrivain. D'abord, il commence à publier des articles d'idées. Et c'est des articles d'idées où il affirme ses convictions, comment doit être le monde, et il devient vraiment un espoir politique de notre pays. Il s'occupe vraiment de l'action de la jeunesse catholique, par exemple, il organise des congrès, etc. Et le monsieur que vous voyez là, à côté de lui, assez sévère, c'est l'abbé Jacques Leclerc, c'est un de ses professeurs, mais c'est surtout quelqu'un qui dirige une revue qui s'appelle La Cité chrétienne, revue très importante en Belgique à cette époque-là, et dont Henri Beauchot va devenir d'abord collaborateur et ensuite rédacteur en chef. Alors ça, c'est le côté officiel. C'est le Henri Beauchot, jeune, qui veut changer la vie, changer le monde, affirmer des choses. En réalité, c'est un homme qui est complètement divisé.
Et à côté de ce qu'il écrit dans les journaux, il écrit aussi déjà des poèmes, mais clandestinement, et vous voyez que la première phrase ici, c'est « La vie, il faut dire d'abord qu'elle est déchirante ». Ça veut dire que toutes ces angoisses, tout ce qu'il ne peut pas montrer quand il est dans la politique, toutes ces angoisses, eh bien, il les met dans ses poèmes, mais tout ça est clandestin. Il faut dire que dans sa famille, on est juriste ou ingénieur. On n'est certainement pas écrivain. Il n'y a aucun prestige avec l'écrivain. L'écrivain, c'est pour les filles. C'est pas sérieux. Donc, il n'oserait pas dire, indépendamment de sa carrière politique, bien sûr, il n'oserait même pas dire à sa famille qu'il écrit. Ce serait vraiment quelque chose qui serait mal perçu. Donc, ça reste dans ses tiroirs, il n'en dit pas. Et vous voyez qu'il faudra très très longtemps avant qu'il écrive. Alors, pendant toute sa jeunesse, il a entendu dire que les guerriers de 14-18, la première guerre, ont été héroïques. Dans sa famille, on a vraiment glorifié la milice, les gens qui ont tenu. 14-18, c'est particulier, c'est une guerre de tranchées. Ça veut dire que le soldat qui est héroïque, ce n'est pas celui qui est comme du temps de Napoléon, on a un sabre au fusil et qui galope sur son cheval et qui est en corps à corps individuel avec son ennemi, pas du tout. C'est celui qui est terré dans de la boue, dans des tranchées et qui tient bon. Il se fait bombarder et il tient bon. Ce n'est pas un guerrier offensif, c'est un guerrier défensif. Ce n'est pas du tout la même image. Donc ça, c'est très important. Toute sa jeunesse, il a entendu valoriser cette image de celui qui défend son pays. Et donc, quand arrive chez nous la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il veut s'engager. Il s'engage. Mais en Belgique, la lutte armée contre l'ennemi en 40, ça commence en 40 chez nous, ça ne dure pas 4 ans. Ça dure, écoutez bien, 18 jours. 18 jours. La honte. Pour Henri Beauchot, la honte. C'est la génération de son père, de son grand-père, ont tenu 4 ans. Sa génération, 18 jours. Il ne peut pas admettre ça. Et donc, pendant l'occupation, puisque la Belgique va être un pays occupé par l'Allemand, il va essayer de résister autrement. Et il va mettre en place, à ce moment-là, justement, ce service du travail pour la Wallonie. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une école. C'est une école pour jeunes garçons qui vont reconstruire le pays, parce qu'en 18 jours, on a quand même débrouillé pas mal de choses. Donc, ils reconstruisent le pays, mais c'est aussi une école. Le matin, on a des cours de maths, de toutes sortes, et l'après-midi, on reconstruit le pays. Eh bien, ça part évidemment d'une très bonne intention, mais le problème, c'est que ça va être extrêmement mal reçu. Pourquoi? Parce que d'abord, à cette époque, il faut savoir qu'il n'y a aucune possibilité d'imaginer qu'une école soit sans uniforme. Tous les jeunes qui sont dans une école doivent porter l'uniforme. On n'imagine pas autre chose. Or, lui, évidemment, il est en temps de guerre, il n'y a pas d'argent, donc comment trouver des uniformes pour vêtir ces jeunes? Eh bien, il imagine de récupérer les uniformes de l'armée et de les peindre dans une autre couleur. Très mauvaise idée. Parce que de ce fait, les gens se disent, mais comment ça se fait que les volontaires du travail peuvent porter l'uniforme alors que personne ne peut les porter? Alors, il y a une confusion qui s'installe chez les gens qui se disent, mais il est peut-être collaborateur, lui. Pourquoi est-ce que l'occupant le tolère, lui, avec ses uniformes? Il y a une suspicion. L'occupant, évidemment, le tolère, parce que l'occupant pense, c'est parfait, je vais les récupérer facilement. C'est ce qui se passe en 1942. Regardez ceci. Il y a une exposition en 1942 qui s'appelle Deutsche Größe, la grandeur de l'Allemagne. Donc les Allemands mettent des tas de photos, ils ne demandent pas aux gens leur avis d'ailleurs, mais entre autres, ils vont mettre des photos du service du travail pour la Wallonie, qui dans son esprit veut juste reconstruire le pays, pas du tout collaborer, mais ils choisissent des photos, voilà, comme celle-ci. Alors vous reconnaissez évidemment parfaitement que dans cette photo où on voit Henri Beauchot, on pourrait parfaitement reconnaître l'esthétique nazie, hein, il est beau, il est blond, il est en uniforme, tout va bien. On est vraiment dans l'image qui correspond à l'idéologie nazie. Et il y a des commentaires, donc vous voyez ici les commentaires, et j'ai un tout petit peu traduit le commentaire. Et dans ce commentaire, il dit bien que, en fait, ils font comme si c'était eux, les nazis,
qui avait lancé le service. Ce qui est faux, évidemment. Henri Beauchot n'a jamais demandé ça, et on est même à l'inverse. Parce qu'Henri Beauchot, ce qu'il veut, c'est reconstruire son pays, mais c'est aussi cacher les gens, y compris cacher les Juifs, sous des faux noms. Les empêcher de retourner en Allemagne, dans le travail, entre guillemets, volontaire, mais bien sûr, personne n'est volontaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait une mise au point, mais c'est trop tard. Pour les gens qui se demandaient déjà, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui peuvent porter l'uniforme, c'est trop tard, c'est irrécupérable. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des gens qui étaient dirigeants de cette école avec lui qui vont dire on arrête, on comprend qu'on a voulu jouer au plus fin, mais en temps de guerre, c'est une position qui ne marchera pas parce qu'on n'est pas compris. Donc, ils partent tout de suite dans la résistance. Henri Beauchot demande au roi ce qu'il doit faire, et le roi lui dit Henri, si tu t'arrêtes, tous les jeunes qui sont dans tes camps, demain, ils sont en Allemagne. Alors il dit ok, je continue. Je continue contre vents et marées, mais ça ne va pas être possible de continuer très longtemps, parce qu'à un certain moment, les nazis vont demander, imposer qu'il y ait vraiment des rexistes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment pro-nazis, qui prennent la direction de cette école, et à ce moment-là, tout le monde va quitter cette école et partir dans la résistance. Et vous voyez ici Henri Beauchot, qui est d'ailleurs blessé dans une action de résistance, il lui sauvera, qui est, là, il est en Angleterre avec ses amis. Vous avez sa carte de l'armée secrète, et puis vous avez un rapport des actions qu'il a fait. Pour Henri Beauchot, quelque part, il dit c'est un soulagement parce qu'il était dans une position où il devait essayer de ménager les apparences et en même temps vouloir quand même être patriote, mais sans le dire, c'était compliqué. Dans le fond, c'est plus simple dans la résistance, les choses sont claires. Mais elles ne le sont pas du tout à la fin de la guerre. Vous savez que toutes les fins de guerre sont toujours des moments de règlement de compte. Hein, vous savez ça, c'est pas nouveau, c'est pas typique de la Belgique, c'est un phénomène universel. Et donc à la fin de la guerre, eh bien, Henri Beauchot, mais comme tout le monde, doit passer devant un jugement pour voir quelle a été son action pendant la guerre. Donc lui, il se dit tout va bien. Eh bien non, pas du tout, parce qu'il se fait accuser d'avoir eu trop de patience avec les nazis, et il se fait accuser d'outrage au corps des officiers. Alors ça, pour lui, qui a tellement adoré l'armée, il reste bouche bée. Il dit rien. C'est rien. Alors il se sent humilié, non seulement parce qu'on n'a pas compris son action, mais aussi parce qu'il n'a pas pu se défendre, parce que, je vais oublier de vous dire, mais les études qu'il avait faites, c'était des études de droit. En principe, il aurait quand même pu se défendre en justice, et là, il a été capable de rien. Donc il va en appel. Quand il va en appel, voilà le jugement d'appel, on dit, oui, c'était une erreur, il n'y a rien à reprocher à cet officier, mais seulement, le lendemain, il reçoit tout de même une lettre de l'armée qui dit « Oui, on a bien vu qu'on vous reproche rien, mais on vous demande quand même votre démission. » Donc pour lui, c'est vraiment humiliant. Et il dit « D'accord, je donne ma démission, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec l'armée. Jamais. » Et dans l'administration militaire, ben, c'est comme dans toutes les administrations, il y a parfois des erreurs. Et donc, un an plus tard, il reçoit l'autre lettre, la pièce à droite, qui dit « Ah, on a bien reçu votre demande de démission, d'accord, mais on vous replace sergent. » Donc, on le remet au stade le plus petit de la police. Donc là, il est vraiment écœuré. Et à ce moment-là, eh bien, il va quitter la Belgique parce qu'il va trouver que vraiment la Belgique n'a rien compris, elle est ingrate, elle ne comprend pas, il se sent vraiment mal. D'autant plus que dans sa famille même, on lui en veut. Vous avez entendu son nom, Beauchot. Pour désigner en français argotique pendant la guerre quelqu'un qui est collaborateur, on dit un embauché. Alors vous imaginez l'écolier, Beauchot, embauché. Donc sa famille est fâchée, elle dit mais tu as sali notre nom. Donc il est mal, vraiment très très mal. Parce qu'il n'a pas été capable de bien mener son action, parce qu'il n'a pas été capable de se défendre en parole, parce que même sa famille lui en veut. Et donc, ben, il s'en va. Il quitte la Belgique, il va à Paris, il va travailler dans l'édition et il va être sauvé par ces deux personnes que vous voyez. La première, la plus importante, c'est cette femme. Il n'y a qu'une seule photo de cette femme, donc je suis contente de vous la montrer. C'est une femme extraordinaire. Alors elle s'appelle Blanche Reverchon. C'est la femme d'un poète
Alors, pas très connu, je suppose que vous ne le connaissez pas, mais c'est un grand poète, mais il n'est pas très... Disons que ce n'est pas un poète très très connu, qui est Pierre-Jean Jouve. Mais si je vous dis que Pierre-Jean Jouve, quand il a rencontré Blanche, a renié publiquement tout ce qu'il avait écrit avant de la rencontrer, ça vous permet de comprendre que c'est quand même une femme d'un sacré tempérament. Alors elle est psychanalyste, c'est une des premières psychanalystes françaises, c'est la première à avoir traduit les 3 essais de la théorie de la sexualité de Freud en français. Et donc Henri Boschot s'adresse à elle parce qu'il n'en peut plus, il ne voit plus clair dans sa vie, et c'est elle qu'il va appeler la Sibylle. Vous savez ce que c'est une Sibylle? C'est une prêtresse, mais qui dit les choses de manière très obscure, avec un langage très... il faut déchiffrer, hein, on ne comprend pas au premier abord. Donc c'est comme ça une psychanalyste, ça dit des choses et on ne comprend pas tout de suite ce que ça veut dire. Et elle va lui dire, vous, le secret de votre mieux-être, c'est de devenir écrivain, d'accepter l'écrivain que vous êtes. Vous pensiez que vous étiez un homme d'action, mais non, vous êtes un homme de plume. Et c'est ça, c'est quand vous accepterez d'être cet écrivain que vous irez mieux. Et donc, elle devient la première lectrice de ses poèmes, il recommence à écrire, et il recommence à écrire, et ici vous avez un de ses premiers poèmes avec des annotations, c'est des annotations qui sont le fait de Jean Amourouche, je ne sais pas si vous connaissez Jean Amourouche, donc ça c'est un poète aussi, c'est quelqu'un qui aura la destinée inverse d'Henri Boschot dans le fond, qui est pour Boschot, qu'il rencontre dans le cadre de son travail dans une maison d'édition, qui a un idéal, parce que c'est un grand poète, et en même temps c'est quelqu'un qui a une carrière politique. Mais petit à petit, lui, il va cesser d'être poète pour faire davantage de politique, ce qui sera l'inverse d'Henri Boschot, qui a d'abord voulu faire de la politique et qui va devenir un poète. Mais donc c'est lui, Jean Amourouche, qui va d'abord annoter, le conseiller pour qu'il devienne écrivain, et grâce à lui, donc, il va pouvoir s'en sortir. Alors, ce que va faire cette Blanche Reverchon, c'est extraordinaire. Elle va inverser radicalement toutes les valeurs qui ont été les siennes avant. Alors il était, avec sa famille, du côté de l'avoir, il fallait posséder les choses. Il va passer du côté de l'être, il faut être quelqu'un, mais pas nécessairement avoir les choses. Il était du côté de l'extériorité, il fallait réussir. Elle va dire que non, parfois, se tromper, prendre son temps, prendre le temps de se tromper, pour voir se dessiner autre chose. C'est ça qui est important. Il ne faut pas être tout de suite efficace. Parfois, c'est un leurre. Et ça vous mène droit au mur. C'est son cas. Il faut prendre le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, ce qu'il y a, ce n'est pas le rationnel. C'est aussi les sentiments, les affects, la vie du corps. Elle va lui expliquer que toutes les valeurs qui vont lui permettre d'être heureux, c'est dans le fond celles qui vont lui permettre d'être un vrai écrivain. Parce qu'un écrivain, il écoute la langue, il prend la patience d'entendre ce qu'il y a de beau dans la langue. Comment il peut le dire mieux? Ça ne se fait pas comme ça, un poème. On ne réussit pas d'un coup, il faut réécrire, être patient, chercher. Donc voilà, elle va complètement inverser ça. Manière de faire. Et vous avez vu la structure d'une psychanalyse. Il parle, elle écoute, elle est à côté. De nouveau, qu'est-ce que c'est comme structure? L'important, c'est peut-être pas celui qui parle, c'est la personne, l'autre, qui est à côté et qui parfois se tait, mais qui est là, qui écoute. C'est l'autre qui fait changer radicalement tout. Donc vous retrouvez cette structure où c'est le petit, celui qui a en principe pas d'importance, qui fait en sorte que tout change dans cette situation et que la situation se débloque et peut retrouver une forme positive. Alors, je vais vous lire un petit passage d'un long poème qui s'appelle « La sourde oreille ou le rêve de Freud » où il explique ça, et donc la Sibylle, c'est cette Blanche Reverchon. Ça c'est du poème, mais c'est du discours. C'était l'automne avec ses branches opportunes. C'était l'automne des provinces natales, couleur de bleu, couleur de feuilles. Et là, tu avais 19 ans, tout seul, en rêve, chez un nouveau docteur. Cet Argentois est toujours très vivant, il faut lui donner un langage.
Ta mère ne t'avait pas initié, à la vie, mais bien à préparer ta carrière et à creuser, comme on disait, à bien creuser ton trou. Hitler a fondu sur l'Europe, il a troublé un peu, beaucoup, tous les calculs. Tu n'as pas fait ton trou, tu n'as rien creusé que toi-même. Nous sommes en décembre, en l'année 1932, et vous savez déjà qu'Hitler va prendre le pouvoir, va déclencher l'histoire dans vos pauvres histoires. Tu revois les années 30, l'Europe barbelée, Hitler, Prométhée noir, qui surgissait avec son masque barbouillé de banalité sans visage. Tu espérais le lieu, le temps de la rencontre, la guerre est devant vous. Et tu n'as rencontré ton improbable lieu que de très loin, en poésie. Mais le poème est en avant, bien en avant de toi, et souvent tu le perds de vue. Car la voie de la création n'est pas la plus directe, c'est un chemin peu sûr, un sentier détourné, qui s'égare dans l'air. Mais pour la ligne droite, tu n'étais pas de femme. Tu parles à la Sibylle comme on parlait à Freud, et tu rêves pour elle comme tu as rêvé pour lui. Car l'enfant s'est mis à parler, puisque la Sibylle l'écoute. Il joue, il fait jouer les mots avec sa vie. En grand secret pourtant, tu commences à écrire quelques poèmes maladroits. On voit qu'il faut lutter, qu'il faut vivre, qu'il faut créer pour avancer, comme on le peut dans la gaieté. Mais ici, le poème a vu tout autre chose. Il dit qu'il ne faut pas mourir. Ne pas mourir à l'enfance chrétienne, au rêve de tes 19 ans, à l'écriture sous la lampe, à l'écriture du grand livre que nous écrivons tous ensemble. La poésie te dit qu'il ne faut pas mourir. Et toi, en cet instant où tu la perds de vue, tu vois comment en suivant Freud et son poème, tu vois que l'écriture intérieure a raison. Alors vous voyez la structure qui va pouvoir couvrir toute l'œuvre d'Henri Boschot, ce sera toujours la même. Dans tous les romans d'Henri Boschot, le personnage en début de roman est quelqu'un qui a tout perdu et qui, par la patience et grâce à la présence d'un petit, quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de secondaire, retrouve une possibilité de se retrouver, retrouve un sens à sa vie et redébloque cette situation et retrouve une possibilité de vivre la vie. Un des romans qui va lui permettre de mettre ça en évidence clairement, de nouveau ça va être un mythe, mais vous savez que dans les mythes, on va chercher ce qu'on veut bien. Hein. Dans les mythes, on lit ce qu'on a envie de trouver. Les mythes sont à notre disposition et on lit, on remarque les choses qui vous font sont utiles. Il va écrire cette trilogie, c'est avec cette trilogie qu'il va être vraiment, qui va vraiment devenir, sortir de l'obscurité, si je peux dire. Édipe sur la route, Édipe et Antigone, et Édipe, pardon, Antigone, j'ai pris la mauvaise couverture, parce que c'est la couverture des deux livres en un seul. Le deuxième livre, c'est Antigone, et puis le petit livre d'Iotype et Lion, qui est issu de ça, et dont on va parler dans le cours. Édipe sur la route. Vous connaissez l'histoire d'Édipe, hein? Vous la connaissez bien, il y a deux ouvrages de tragédie de Sophocle où il est question d'Édipe. La première, c'est Édipe roi. C'est quand Édipe, ce jeune garçon à qui ses parents prédisent qu'il va tuer son père et épouser sa mère, se disent qu'ils vont le perdre dans le désert, et que ce sera très bien, mais qu'il se fait récupérer par quelqu'un d'autre, éduqué dans un autre royaume, et un jour, sans qu'il le veuille, il se fait que dans une altercation sur la route, il tue quelqu'un et c'était son père, et il se fait qu'il va épouser sa mère sans savoir que c'était elle. Et donc, ensuite,
Jocaste, la reine, va se tuer, se pendre à une écharpe, et lui, il va se crever les yeux. Ça, c'est Édipe. À la fin de l'I3, de Sophocle, Édipe a tout perdu. Mais il y a un autre ouvrage de Sophocle qui est Édipe à Cologne, où on retrouve Édipe, mais bien plus tard, et il n'est plus à Athènes, il est à Athènes, et à Athènes, il est devenu un personnage sacré. Alors comment est-ce qu'il est devenu un personnage sacré? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, il est parti sur la route en exil, et il y a sa fille, Antigone, parce qu'il a eu 4 enfants avec sa femme. Hein. Il a eu Ismène, très belle, très jolie, Antigone, moins jolie, mais plus active, Éthéocle et Polynice. Et Éthéocle et Polynice sont ceux qui sont toujours en rivalité. Et donc, Antigone va l'accompagner dans l'exil entre Thèbes et Cologne. Ça va durer des années. Mais il ne dit rien de ça, Sophocle. C'est juste une ligne, mais il n'y a pas d'œuvre. Ce que fait Henri Gauchot, c'est l'histoire de cette remontée, comment cet homme qui a tout perdu à la fin du Diphrois devient un personnage sacré dans Édipe à Cologne. C'est ça, c'est cette remontée qui l'intéresse. Vous comprenez pourquoi? C'est ça qui l'intéresse toujours. Et Édipe, c'est lui. Parce qu'Édipe a vraiment fait des crimes terribles, alors qu'il voulait faire le contraire. Et Henri Gauchot, on lui reproche d'avoir été un collaborateur du nazisme, alors qu'il voulait faire tout le contraire. Comment est-ce qu'on peut avoir été cassé, démoli complètement dans son image, dans sa personnalité même, par d'autres qui n'ont rien compris à notre histoire? Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une image de soi qui est l'inverse de ce qu'on voulait? C'est ça qu'il vit. Et c'est ça qu'il retrouve dans Édipe. Et donc il décide de faire Édipe sur la route. Et moi, je vous suggère de lire un petit passage qui est le début de Édipe sur la route. C'est le moment où c'est le tout début du livre où vous allez voir qu'il quitte, donc il a été banni par les siens à Thèbes, et il va quitter Thèbes pour la route avec la vie entière. Les blessures des yeux d'Édipe qui ont saigné si longtemps se cicatrisent. On ne voit plus couler sur ses joues ces larmes noires qui aspirent de l'effroi comme si elles provenaient de votre propre sang. L'incroyable désordre qui a régné au palais après la mort de Jocaste s'efface. Créon a rétabli les usages et le cérémonie. Mais chacun à Thèbes sent persister une dangereuse et secrète fêlure. Édipe met longtemps, près d'1 an, à comprendre. Si ses fils s'agitent, se querellent, si parfois une rumeur de détresse s'élève sourdement de la ville, Créon, qui détient le pouvoir, est patient. Encore patient. Il sait qu'un jour, Édipe n'en pourra plus d'attendre. D'attendre quoi? Édipe, cette nuit-là, ne voit plus en rêve au-dessus de Corinthe la grande mouette blanche dont l'image lui a permis, jusqu'ici, de supporter l'interminable écoulement des eaux. Un aigle plane dans son ciel, dont il masque et dévoile les astres. D'un mouvement superbe, il plonge sur le sol. Quand il en est proche, il bat des ailes à grand bruit pour terroriser sa proie. Édipe et ses proies. Il bondit, il échappe au cerf de l'aigle. Toutes ses forces en alerte, il s'éveille, prêt au combat. À l'aube, Antigone entre dans la salle malgré la défense de ses frères et l'opposition du garde. Elle dit: Père, tu m'appelles? Tu n'en as pas le droit. Depuis le drame, il ne parle plus. Elle est surprise, interdite, de l'entendre répondre. J'en ai le droit, mais je n'appelle personne. Elle interroge du regard le garde. Il fait signe qu'Édipe n'a pas appelé. Elle sort. Elle revient.
sans cesse dans ton cœur. Elle ne pleure pas. Il pense qu'elle sait se tenir. Je partirai demain, à l'aube. Tu me conduiras avec Ismène à la porte du Nord. Pour aller où? Il hurle d'une voix terrible. Nulle part, n'importe où, hors de terre. Il s'apaise et lui fait signe de partir. Mieux vaut d'ailleurs ne rien ajouter, car déjà le garde a disparu. Il est allé prévenir Créon et les deux frères, qui, à cette heure, se surveillent sauvagement dans la grande salle. Le lendemain, on peut voir que les soldats ont bien fait leur travail et que les habitants ont été prévenus. La ville est déserte, toutes les portes et les volets sont clos. Ismène, qui sait toujours ce qu'il faut faire, ne cesse pas de pleurer à petit bruit depuis qu'ils ont quitté le palais. Antigone a les yeux secs. Elle est déchirée, écartelée par une petite chose absurde et terrifiante. D'une main, elle guide son père, de l'autre, elle tient le sac qu'elle a préparé la veille en même temps que la gourde d'Ismène. Son sac de mendiant pour aller nulle part. Elle ne peut supporter l'idée ni l'image du roi Édipe en train de mendier. Elle n'a pas pu lui donner le sac au palais. Et maintenant qu'il fallait quitter pour longtemps, pour toujours peut-être, et franchir le seuil redoutable de la cité, elle ne peut se résoudre à le faire. Antigone repousse Polynice qui tente de la retenir. Elle crie « Attends-moi » et s'élance en courant sur la route. Elle parvient à rattraper Édipe, mais elle est hors d'haleine, épuisée par la course et par l'émotion. Elle ne peut lui dire un mot, ni lui donner le sac. Il arrête, il dit « Retourne, Antigone. Personne ne doit venir avec moi. » Il est déjà reparti. Elle est glacée par le ton dont il a dit cela. Ce n'est pas l'ordre d'un père. C'est le sentence de la ville et des terribles dieux qui la protègent. Elle revient en courant vers elle. Polynice est devant la porte, il ne l'a pas fermée. Il l'a attendue, quel bonheur. Il lui ouvre les bras et elle s'y jette en pleurant. Il est grand, il est fort, il est beau comme Édipe, mais il ne la rejette pas comme lui. Elle l'aime et Polynice à sa manière de garçon, de prince, d'ambitieux. L'aime aussi en somme. Il lui caresse les cheveux et les épaules. Il la flatte et l'apaise, comme il fait avec ses cheveux. Il dit qu'il faut respecter la volonté de Dieu, le laisser faire. Il ne se demande pas si c'est réellement sa volonté. Il lui prend le bras pour l'entraîner vers la ville. Elle résiste, c'est de ce côté de la porte qu'elle veut demeurer et pleurer encore. Il patiente, mais le temps fixé pour le départ d'Édipe est écoulé et lui demande de rejoindre Ismène et de le laisser refermer la porte. Elle demande pourquoi. Il répond que toutes les portes de Thèbes doivent être fermées aujourd'hui et durant 3 jours pour les cérémonies de purification de la ville. C'est l'ordre. Elle comprend soudain. C'est l'ordre donné hier soir déjà, qui interdit à Édipe les portes de la ville et tout retour en arrière. C'est leur ordre, celui qu'elle n'accepte pas, qu'elle n'acceptera jamais. Polynice s'impatiente, il la presse de passer le seuil de la porte, il veut la forcer, il a tort. Car d'un mouvement brusque, elle surprend son frère, se dégage et le défiant du regard lui fait face. Elle recule à pas lents, prête à lui résister. Polynice est désolée, il a commis une erreur, ce n'est pas la voie à suivre avec cette fille sauvage. Mais la colère le prend, car le temps manque, et l'ordre est impératif. Et Théocle, là-haut, surveille la fermeture des portes, prêt à signaler tout manquement au plan fixé. Qu'elle fasse donc l'expérience de la vie errante et de la mendicité. Elle reviendra ici plus vite qu'elle ne s'y attend.
pleure à grand bruit. Elle se retourne. Elle n'emporte que le poignard de Polynice et le sac de mendiant d'Édipe. Elle pense, c'est moi qui m'en dirai pour lui. Théocle, du haut du rempart, la voit s'éloigner. Il la hèle plusieurs fois. Elle ne tourne pas la tête. Elle se presse. Leur père est déjà hors de vue. Voilà le début de l'histoire. Et vous savez qu'Antigone va poursuivre sa route dans un second roman d'Henri Boschot, après le décès d'Édipe. Et l'Antigone d'Henri Boschot, c'est un livre extraordinaire. C'est la seule réécriture du mythe d'Antigone où Antigone ne se suicide pas. Elle laisse venir la mort sur elle, mais elle ne se pend pas avec l'écharpe de sa mère, comme dans toutes les autres réécritures du livre. Pourquoi? Bien parce que pour Henri Boschot, il fait de ce personnage d'Antigone quelqu'un d'extraordinaire, qui a mûri dans le cheminement qu'elle a fait aux côtés de son père dans cet exil, et qui pense que ce qu'il faut défendre à tout prix, c'est la vie. Et donc elle se laisse condamner, elle sera condamnée parce qu'elle a, quand les deux frères se sont entretués, elle a, contre l'avis de Créon, enterré son frère Polynice, à qui la cité refusait, en tant que rebelle, une vraie sépulture. Donc elle a accompli les rites de deuil, mais c'est surtout qu'elle veut le respect à tout prix des corps, des humains, de la vie, et donc elle-même, elle ne va pas se mutiler. Ça, c'est vraiment un texte magnifique. Si vous avez envie de lire un texte d'Henri Boschot, je vous recommande vraiment celui-là. Dans ce mythe, il y a aussi les frères Zélie. Et Théocle et Polynice se battent, ils vont finir par s'entretuer. Hein, vous connaissez. Eh bien, il y a une origine familiale à cela, et je vous en ai déjà dit un petit mot quand je vous ai dit que pendant la Première Guerre, quand il était petit, à 18 mois, il a été séparé de sa mère parce que sa mère était restée dans une autre ville avec son frère aîné. Il va en sortir pour Henri Boschot un sentiment que le frère aîné, il a toutes les perfections, il est beau, il est grand, il est magnifique, il est intelligent, enfin, il a tout ce qu'il n'a pas. Lui, si la mère ne l'a pas pris, c'est parce qu'il était moins bien. Ça, c'est vraiment le sentiment d'infériorité qu'il a vis-à-vis de son frère. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va structurer toute l'œuvre. Il y aura des frères ennemis dans toute l'œuvre. L'ancrage, on peut dire qu'il est familial, mais qu'est-ce qu'un écrivain fait de ça? Comment est-ce qu'il traverse une difficulté comme celle-là? Comment il fait œuvre avec ça? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, je vais vous lire d'abord un tout petit passage, et vous voyez ici, voilà, vous les voyez tous les deux, là, quand ils sont petits. Henri Boschot, il est à droite, et vous voyez comme il admire béatement le grand frère, il est beau, voilà, donc bouclé sur lui dans le bateau, il se sent. Et dans ce premier roman, qui s'appelle La Déchirure, il raconte un petit peu son enfance, et entre autres, il y a ce passage où il parle de son frère, cette rivalité qu'il y a entre eux, et il est occupé d'en parler à la Sibylle. Alors non, c'est comme tout à l'heure Lionel qui est devenu Orion, dans l'œuvre, le vrai frère qui s'appelle Jean s'appelle Olivier. Et voilà ce que donc c'est sur la page 2, il faut revenir un petit peu. Une petite scène que je trouve, pour que vous ayez aussi quelque chose d'un petit peu moins tragique dans l'image que vous avez de l'œuvre, cette petite scène. Le contexte, ils sont enfants, et Henri vient de recevoir un cheval noir en bois. Voilà ce qui se passe. Olivier monte sur le cheval. Il trotte, il galope. Et moi, je suis au bord du chemin, celui qui l'a vu. Mais c'est mon cheval. C'est moi qui irai dessus. Il est évident que je n'oserais jamais monter sur ce grand cheval noir. Olivier le comprend. Tu es trop petit, tu me le prêtes. Qu'est-ce qui me pousse à crier? Je ne suis pas trop petit. Qu'est-ce qui me met en fureur et me force à me jeter sur Olivier? Olivier est surpris. Il finit par me jeter à terre, mais il lui a fallu plus de temps que d'habitude. D'ailleurs, il a reçu un bon coup. Et il n'a pas envie d'insister. Il me demande le soir ce qui m'a mis en rage. C'est mon cheval.
Tu ne pouvais pas me le prendre. Ce qu'Olivier faisait, je pouvais le faire, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi qui pensais cela, mais lui. C'est ce qui comptait. Il mesurait très bien nos âges. Et tout ce qu'il avait su faire au mien, je devais en être capable. Il fallait au moins essayer, toujours essayer. Si je refusais, il disait... Qu'est-ce qu'il disait donc en chantonnant? Froussard, petit froussard. C'était le plus ancien. Ensuite, il a dit, oh, alors, couche-toi. Enfin, j'en ai fait des choses à cause de cette petite phrase idiote. Peut-être qu'Olivier était cruel. Il me protégeait à sa manière. Mais c'était souvent dans des épreuves qu'il me créait lui-même. Certains jours, il se jetait sur moi sans raison. Il me réduisait à une immobilité absolue. Et parfois, il me faisait subir le supplice le plus terrible, qui était de me lécher le nez au moment où je n'étais plus capable d'aucune résistance. C'est pas lui qui avait décidé que c'était le supplice le plus terrible, c'était moi. Olivier, à ce moment, occupait presque toute ma vie. Je l'aimais beaucoup, je pense. On se console jamais tout à fait d'avoir aimé de cette façon. Pour lui, c'était différent. Vous savez, il ne servait pas à grand-chose. À quoi est-ce qu'Olivier vous servait? À me mettre en colère. Elle approuve. Elle dit, c'est ça. Voilà la manière dont, dans un roman, il retrace des choses qui sont vraiment liées à son enfance, les bagarres entre les petits. Maintenant, qu'est-ce que ça devient? Vous avez vu, dans l'histoire d'Édipe, il y a aussi deux frères ennemis qui sont Éthéocle et Polynice. Henri Beaucheux, il a fait même des jumeaux. Ils ne sont pas toujours jumeaux dans toutes les reprises de ce mythe, mais lui. Alors, je vais vous faire entendre un petit passage d'Antigone, où les frères expliquent à Antigone qu'elle est malheureuse, elle aimerait bien qu'ils se réconcilient, elle ne comprend pas pourquoi ils veulent se battre jusqu'à la mort, ils vont d'ailleurs finir par s'entretuer. Et les frères vont finir par s'entretuer. Et ils sont en lutte pour le trône de Thèbes. Vous connaissez cette histoire. Tous les deux veulent, normalement il faudrait qu'ils alternent, ce serait ça la loi, qu'ils alternent chacun un an où ils dirigent la ville. À un certain moment, Éthéocle ne veut pas rendre la ville à Polynice. Polynice se trouve donc dans une situation de rebelle. Il va essayer de récupérer son dû et ils vont s'entretuer dans cette bataille. Et Antigone sera là coincée devant. Alors, ici vous avez un passage où Polynice, qui est l'aîné des deux, le plus brillant normalement, mais quand il y a des jumeaux, vous savez qu'il y a toujours un aîné, parle à Antigone. Il dit, Antigone, est-ce que la vie ne suffit pas? Pourquoi es-tu sans cesse sur notre chemin? Éthéocle m'a volé le trône de Thèbes. Nous faisons la guerre et c'est naturel. Nous nous combattons, nous nous faisons souffrir, mais ainsi, nous vivons fort, beaucoup plus fort. Il me porte des coups superbes, profonds, inattendus, et je fais de même. Pense à lui, un jour, ce sont 2 chevaux, que tu vas lui ramener. À tout ce que cela représente, de pensées ardentes et tendues vers l'autre, dans la joie de trouver, de vaincre ou de s'égarer. Tu voudrais que nous fassions la paix, que Thèbes devienne une cité paisible, un peu dormante, nourrissant de petits bonheurs. Mais elle n'est pas comme ça. C'est un grand rapace qui a besoin d'un ciel, un cheval de guerre qui veut la bataille. Tu souhaites que je laisse Éthéocle tranquille, que je devienne un bon roi qui laisse ses concitoyens engraisser et célébrer le culte des bons sentiments. Mais les sentiments, comme les dieux, sont sauvages. Quand ils se civilisent, ils meurent. Et les rois bons perdent leur trône. Éthéocle a besoin d'un adversaire à sa taille. Moi aussi. Cette lutte fait notre plaisir. Et tu prétends nous empêcher d'en jouir?
Tu aurais pu trouver le tien en aimant un homme, en ayant une maison, des enfants. Tu as préféré protéger notre père, mendier pour lui, faire compatir toute la Grèce à son malheur et à ta piété filiale. Tu as trouvé là un singulier et sans doute un énorme plaisir. Pourquoi veux-tu maintenant nous enlever le nôtre, qui est de tenter de battre le rival admirable? Voilà ce à quoi Antigone est confrontée. Donc, c'est deux frères qui sont vraiment dans le plaisir de la lutte. Donc, vous voyez comme Henri Beauchamp, dans un mythe, va rechercher vraiment ce qui l'intéresse pour le réinvestir avec ce qui fait vraiment sa propre sensibilité. Et ici, il s'agit encore de frères. Mais dans une œuvre littéraire, les choses peuvent se dire aussi par rebond. Les images peuvent devenir d'autres images. Et dans cet extrait-ci, il est question de chevaux, jour et nuit. Nuit s'appelle aussi Niké, parfois, c'est le même cheval. C'est un cheval blanc, un cheval noir. L'un a offert à l'autre un cheval blanc, l'autre a répondu par un cheval noir. Tous les deux aussi beaux, deux étalés. Et Henri Beauchamp va continuer à mettre en image cette histoire des frères ennemis avec une histoire de lutte entre les deux chevaux. Et ça se trouve aussi dans le récit Antigone, et c'est sur la page à côté. C'est la lutte entre les deux chevaux. Les deux étalons, que l'on croyait chacun incomparables, se valent. Et leur rivalité très visible plaît beaucoup à Polynice. Il veut les voir ensemble, de tout près, sans aucune entrave. Madoc, qui est son ami, lui dit qu'ils vont se battre. Cela ne l'arrête pas. C'est sans doute ce qu'il désire. Il leur enlève même les licous. Et c'est parfaitement nus qu'ils se font face. Nerveux, piaffants, le corps parcouru de frissons. La présence de l'autre, du rival, les électrise. Leurs crinières se hérissent. Ils ruent, ils se cabrent en hennissant l'un en face de l'autre. L'étalon blanc est le premier touché. On voit le sang couler le long de son cou. Mais l'autre est atteint bientôt, lui aussi. C'est Antigone qui dit « je » dans ce passage. C'est elle qui explique ce qu'elle voit entre ces deux hommes, Timour et Madoc. Entre Timour et Madoc, j'assiste, terrifié, à cet admirable combat. Chaque mouvement, chaque déplacement des corps est porté à sa perfection. Mais nous sommes bientôt saisis par la crainte de voir ces deux merveilles terrestres, que la passion rend presque surnaturelles, se blesser gravement dans leur affrontement. Polynice ne ressent pas cette crainte, il est en plein bonheur. Il les excite, au contraire, de ses cris. Les deux chevaux se cabrent à nouveau, l'un en face de l'autre, plusieurs fois, et frappent du sabot le poitrail de l'autre. Ils sont également rapides et forcenés. Aucun des deux ne peut l'emporter. Et le risque grandit d'un abominable accident. Je ne vois plus que leur tête, leurs yeux affolés, leurs lèvres retroussées sur leurs dents. Ce ne sont plus des chevaux, je vois les têtes de deux superbes monstres, je vois mes frères, prêts à s'entretuer. Je ne puis les supporter, je cours vers eux pour les forcer à se séparer. Je ne suis pas assez forte, je suis foudroyée par leur regard furieux, par leur écume, par leurs dents. Je reçois d'énormes coups de tête, je suis mordue, je crie. Je tombe, je vais être piétinée par eux. Polynice surgit. D'un point formidable, il frappe le chanfrein de Niké, écrase celui de Jour, les contraint à reculer. Couché sur le sol, je le vois, immense. Sa chevelure dorée est une crinière. Et en les frappant, il ne crie pas, il hennit, plus fort que les deux étalons. Il me soulève, il me sort de l'espace redoutable où leurs sabots me menaçaient. Polynice arrive, encore exultant de la fièvre et de la fureur de la lutte. Quel combat, quel feu, quels incomparables chevaux,
C'est ce que je voulais, vraiment égaux l'un et l'autre. Et toi, qui ne peux pas le supporter, qui te jette entre eux avec ton grand cœur, pâle, les cheveux dressés aussi farouches qu'eux et prétendant imposer ta bonté à leurs instincts. C'était la vie, ça, la vraie vie, déchaînée, celle que nous aimons, Théo et moi. Là, vous voyez comment, à partir d'une même image des frères ennemis, ça se transpose, et même, vous voyez, jusque dans le vocabulaire, puisque Antigone finit, en voyant les chevaux, par voir ses frères, et elle dit que son frère a une crinière, elle dit que son frère hennit. Donc ça, c'est ce que permet la littérature, c'est le transfert d'image. Vous ne voyez pas le réel, vous voyez quelque chose qui est onirique, et qui, l'image des deux chevaux vient vraiment se superposer à l'image de ces deux hommes qui se parlent. Et la petite Antigone va pourtant pas tout changer, mais changer de toute chose. Elle ne peut pas, comme vous le voyez, arrêter le malheur. Elle ne pourra pas empêcher les chevaux de se battre. Elle ne pourra pas empêcher ses frères de se tuer, de s'entretuer. Mais elle va quand même changer beaucoup de choses. La petite Antigone, la petite sœur, qui n'a pas d'importance. La petite sœur va intervenir dans la vie. Elle va crier, elle va mendier, non plus pour son père, ça elle l'a fait sur la route, mais dans la cité. Elle va mendier, crier, pour que les gens donnent pour les pauvres de la ville, ceux qui sont écrasés par la guerre. Les pauvres qui, en temps de guerre, n'ont ni à manger, ni de quoi se soigner, pas de médicaments, pas de tout. Elle va s'occuper, dans le fond, de faire un espèce de service social dans la cité. C'est ça que Gauchot fait de son Antigone. La petite Antigone, une femme dans un pays qui est normalement un pays d'hommes, aucune décision ne se prend par les femmes, la petite Antigone va quand même changer fondamentalement les choses. Et même si elle meurt, puisqu'elle est punie par Créon et elle finit par mourir dans sa grotte, même si elle meurt, la fin de l'histoire, c'est qu'au moment où elle meurt, Henri Gauchot invente que quelqu'un qu'elle entend, quand elle est dans sa grotte enfermée, elle entend le chant d'une autre femme qui joue sur une scène de théâtre son histoire. Et donc il y a une transmission qui se fait par le théâtre, par le chant tragique. Et donc cette Antigone, qui meurt dans le réel, ne meurt pas, puisque quelqu'un d'autre la reprend sur un théâtre et va, pour des millions d'années, puisque on espère que Sophocle et les autres qui ont raconté ces histoires vont continuer à avoir beaucoup de succès, qui va reprendre indéfiniment son histoire et la raconter à tous comme moi. Je suis d'ailleurs ici occupée à vous la raconter. La transmission, le changement qui survient par le petit, et la transmission qui se fait entre autres par la littérature, par la beauté de la littérature, qui fait que même quand on parle de choses douloureuses, en fait, on partage entre nous quelque chose qui est beau. Parce que la littérature fait en sorte que nous souffrons ensemble. Nous avons des émotions ensemble, à partir de ce beau texte qui nous dit la douleur, qui peut dire aussi la joie, mais qui peut dire aussi la douleur. Eh bien ça, c'est le rôle que, pour Henri Gauchot, la littérature joue. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est un écrivain par espérance. C'est ce qui lui a permis à lui de tenir le coup par rapport à ses propres difficultés de vie. Mais c'est ce qui nous donne aussi, et que nous récupérons et que nous pouvons découvrir en littérature. Alors Henri Gauchot, qui était au départ un homme politique, a toujours continué à s'intéresser beaucoup aux événements politiques. Alors il y a aussi dans sa poésie et dans ses journaux beaucoup d'allusions à l'actualité. Ici, je vais vous parler par exemple du 11 septembre. Il y a un passage dans son journal où il écrit ce qui ressemble au moment même, mais il y a surtout autre chose qui est un recueil où il parle du 11 septembre, et c'est dans ce recueil, où vous voyez ici un brouillon manuscrit, qu'il dit cette phrase par laquelle j'ai commencé mon exposé et sur laquelle je vais clôturer maintenant, qui dit que le poème peut, il doit, comme Antigone, dans le champ du malheur, planter une chose. Je vous remercie. Сейчас заканчивается уже лекция. У нас есть такие
вопросы можно задать.